Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter Cyber Radio _du-bas TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Bruno Chéry. Bonjour Bruno. Bonjour Billy. Et bienvenue, vous êtes RSSI de Nomios et vous nous accueillez aujourd'hui. Et à vos côtés, Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour Billy. Christophe Field, CTO, Cyber Security, évangéliste de Fortinet. Aujourd'hui, nous accueillons Jules Sarrat, RSSI de APF France Handicap. Bonjour Jules. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes né à Montpellier et tout petit, comme beaucoup de petits garçons, vous avez voulu être successivement pompier. Et puis après, comme vous aimiez beaucoup le sport, vous êtes dit, je vais être kiné. Et ben c'est raté finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris quelle option? C'est le moins qu'on puisse dire. Très honnêtement, en fait, j'ai fait beaucoup de sport, de la gymnastique, et donc ça m'orientait assez, j'allais dire naturellement, mais en tout cas vers des métiers proches du sport. Et le kiné en faisait partie. Et en fait, j'ai fait un stage de 3e en kiné, et je me suis rendu compte qu'on changeait autant de personnes âgées qu'on ne faisait de suivi sportif. Et du coup, ça m'a un peu éloigné de cette pratique-là. Alors, vous avez passé un bac scientifique avec quand même une particularité, puisque vous le passez ce bac à Dublin. Oui, tout à fait. Dans quelles circonstances? Alors, c'est un peu particulier. En fait, en première, donc j'étais en première S, un surveillant passe et distribue une feuille au prof qui, à la fin, lit et nous dit, en fait, vous avez la possibilité d'avoir une bourse pour partir à l'étranger étudier en lycée français. Et donc, j'ai postulé et comme j'étais pas un trop mauvais élève, j'ai eu cette bourse et je me suis retrouvé à Dublin. C'était cool pour être bilingue quand même. C'était pratique. Bon, alors, une majorité des cours étaient en français, mais je me suis retrouvé quand même largement immergé puisque j'étais en famille d'accueil. Alors, pour quelqu'un qui voulait être kiné, vous voici de retour de Dublin, vous êtes en France, vous allez enchaîner avec Centrale Supélec et vous obtenez un diplôme d'ingénierie des systèmes automatisés et en parallèle, dès votre 3e année de fac, vous faites l'Institut de gestion de Rennes. C'est étonnant ce double cursus, pourquoi vous avez souhaité faire ce double cursus ? Alors, les profs côté ingénieur me posaient la même question. Oui. En fait, c'était pour avoir une vue la plus exhaustive possible, en fait. Je savais pas exactement ce que je voulais faire, je pense comme quand même beaucoup d'étudiants en ce moment-là. Et ça me permettait de garder un certain nombre de portes ouvertes, sachant que j'avais quand même une envie de faire de la gestion de projet. Et il y avait un gros pan qui était lié à l'entrepreneuriat et la gestion de projet dans le cursus que je faisais en parallèle de Supélec. Ouais. À la fin de toutes ces années d'études, vous saviez ce que vous vouliez faire ? Non, très honnêtement, non. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers une carrière de consultant, ce qui est assez facile, qui reste généraliste. Alors, premier job, vous êtes dans votre première boîte, et vous allez rester 5 ans, c'est chez Wavestone. Oui. 5 ans, c'est pas rien pour un premier boulot. Alors, j'ai quand même bougé, parce que je suis à la première année, en fait, je suis arrivé en VIE, donc Volontariat International en Entreprise, et à l'époque, ça s'appelait Solucom. Et ils avaient un bureau au Maroc. À Casablanca, ouais. Donc j'ai commencé j'ai fait 1 an à Casablanca, puis ensuite, effectivement, j'ai rejoint le bureau de Paris, où j'ai fait de la cybersécurité. La cybersécurité. Ça vous a plu immédiatement, la cybersécurité ? Oui, parce qu'en fait, c'est super intéressant parce que ça allie différents aspects, que ce soit des aspects très techniques, comme des aspects beaucoup plus business. Parce qu'en fait, pour sécuriser un métier, un process, en fait, il faut comprendre ce qu'il y a derrière, les données qui sont traitées, les processus. Et donc, ça implique de connaître bien et de comprendre les métiers aussi. En 2018, une autre aventure. Vous suivez votre compagne et vous allez travailler au Sénégal. Là, faut bien trouver un job. Et vous êtes chez KPMG comme superviseur IT et cybersécurité. On reste dans le même domaine. Oui, je sais ce que je sais faire, donc on s'en éloigne pas trop. L'idée, c'était de rejoindre un cabinet aussi pour continuer mon activité. Alors, je faisais beaucoup d'audit IT lié à l'audit financier, qui est le cœur de métier de KPMG, et j'ai essayé de développer en parallèle l'activité cyber au Sénégal. Ça a eu plus ou moins de succès. Ça a eu plus ou moins de succès. Alors, enfin, c'est le poste que vous occupez aujourd'hui. Comment vous arrivez dans ce poste ? Alors c'est un peu par hasard, j'avais envie de changer, j'avais envie de passer de l'autre côté, en fait côté client, comme on dit quand on est dans le conseil. Et puis je me disais que les grosses entreprises,
que j'accompagnais, en fait, ça me correspondait peut-être plus du tout, pardon, à ce moment-là. Et donc, j'ai décidé de m'orienter plutôt vers une association. Et le nom, même dans l'annonce même, n'était pas indiqué. Donc, j'ai postulé, ça m'a plu. J'ai échangé avec le DSI, avec vraiment qui ça a bien fité. Et voilà, donc 2 ans plus tard, je me retrouve chez eux toujours. Voilà, une arrivée un peu compliquée parce que... Juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Donc là, ça coupe un peu les pattes quand même. Oui, et puis les relations avec les collègues est particulière. Ouais, je me doute. Je n'ai pas tous vu tout de suite. Ouais. Alors, on va parler de ce métier de RSSI que vous occupez aujourd'hui. Première question avec vous, Bruno. Bonjour Jules, bienvenue. Bonjour. Alors, j'ai cru comprendre que le R de RSSI vous posait question. Oui, je trouve que ça renvoie trop de responsabilités. Ça dédouane en fait les autres parties prenantes. Et puis, oui, ça met beaucoup de poids sur le RSSI alors qu'il n'est pas seul. Il faut qu'il y ait un sponsor, il faut que les métiers soient embarqués, il faut que la DSI aussi. Surtout dans un métier, quand on se sent souvent très seul, si en plus de ça on est responsable, ça fait beaucoup apporter. Oui, déjà, faire le grand écart, puis porter le poids en même temps, C'est lourd. Un petit peu difficile. Donc, tout le monde devrait être acteur de la sécurité. Tout à fait. C'est le combat du quotidien, je pense, de tout RSSI. Christophe ? Oui, merci, bonjour. Alors justement, vous parlez de votre rôle comme étant une sorte de chef d'orchestre, on pourrait dire d'un influenceur en quelque sorte, qui aborde les aspects sécurité avec les différents acteurs et entités de l'entreprise. Est-ce que cet aspect est facile à mettre en pratique, notamment avec les directions générales ? Alors c'est une bonne question en fait. Avant tout, c'est vraiment quelque chose, une part du métier que je connaissais pas du tout, ce côté très politique, essayer d'aller négocier. Et effectivement, en fait, on va négocier beaucoup avec la DG avant tout. Alors dans l'association dans laquelle je suis en fait, la direction générale est très accessible, donc ils entendent ce que je dis. Et après, ce qui est plus compliqué, c'est comment est-ce qu'on le met en œuvre. En fait, concrètement, à quoi ça ressemble. Et de mettre en place des plans d'action qui sont plutôt pragmatiques, parce que j'ai essayé de faire des feuilles de route à 3 ans et ça marche pas très bien, tout honnêtement. Pour continuer dans cette voie-là, vous avez une population de collaborateurs, on va dire peu impliqués dans les problématiques cyber, puisque en fait c'est plutôt dans le social, effectivement. Est-ce que vous avez mis en place, j'imagine que oui, des techniques de sensibilisation, et justement dans ce contexte, est-ce que vous appuyez sur des méthodes traditionnelles, on va dire, ou est-ce que vous avez utilisé d'autres façons de faire, d'autres voies ? Un peu tout ça à la fois, parce que c'est vrai, effectivement, comme vous le dites, j'ai beaucoup de mal à toucher les professionnels du terrain. Et en fait, j'ai mis en place effectivement du e-learning, des campagnes de faux phishing. J'ai aussi essayé de vulgariser la démarche d'un hacker dans comment est-ce qu'il va procéder pour essayer de récupérer des informations sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'il va faire du brute force, etc., avec un public non averti. Et c'est assez bien passé. Et donc, j'essaie de varier. Je pense que c'est le cœur vraiment de la solution. C'est important pour vous d'avoir un milieu associatif plutôt qu'une entreprise ? Avoir du sens, c'est quelque chose je pense que c'est un peu générationnel, mais ça compte beaucoup pour moi, effectivement. Et en fait, participer à ce genre de combat au quotidien est important. Merci Bruno, merci Christophe. Merci. Jules, on va revenir au sport. Parce qu'au départ, vous avez été un très très grand sportif, jeune. Vous avez évoqué tout à l'heure la gymnastique. C'était en salle, forcément. Oui. Vous faisiez quoi comme gymnastique ? Parce qu'il y en a plusieurs. Alors, c'est la gymnastique artistique, donc c'est les agrès, sol, arçon, anneau, saut, barre parallèle, barre fixe, tout ça. Je suis déjà fatigué. Vous étiez dans quel domaine vous étiez le plus fort ? J'étais un peu comme mon parcours d'étudiant, très généraliste. En fait, j'avais pas vraiment un physique de gymnaste, mais je m'en sortais parce que j'avais pas trop peur. Donc, tout ce qui était barre fixe, par exemple, qui avait un peu de hauteur, où il fallait lâcher, rattraper la barre, ça en faisait partie. Voilà, ça impressionne. Aujourd'hui, vous faites de l'escalade en salle. Alors, on retrouve cette notion de hauteur, de dépassement de soi-même. Et puis, il y a un côté un peu challenge aussi. Il y a un peu de risque aussi, quand même, de l'escalade. On rejoint le métier du RSSI, prendre des risques tout en les maîtrisant. Vous dites aussi que, avec le métier que vous faites, ça vous libère l'esprit. C'est important d'aller voir ailleurs, dans sa tête ? Ouais, très clairement, parce qu'il y a des moments où ça peut être assez stressant. La notion de responsable, mine de rien, pèse. Et l'escalade permet effectivement de libérer l'esprit et de vraiment faire le vide complet. Alors finalement, ce Covid, je ne dis pas que c'est une bonne chose, loin de là, mais vous a permis aussi de faire de la musique.
Ouais, tout à fait. Ça faisait des années. En tant que gymnaste, j'avais pas beaucoup de temps à accorder à d'autres activités, à d'autres loisirs. Je faisais 17 heures par semaine à un moment au plus fort de mon activité. Et donc là, j'ai effectivement choisi le Covid pour me lancer et commencer le piano. Oh là là, c'est difficile. Vous aviez des notions de solfège? Zéro. Je suis parti vraiment de zéro. Alors, je crois que c'est votre beau-père qui vous a offert le piano. Ouais. Oui, Vos voisins sont contents? Il y a la possibilité de mettre un casque. Mettre un casque. Donc, autodidacte complet, quoi. Je prends quand même des cours, mais oui, au tout début, un petit peu. Bon, le premier morceau que vous avez réussi à jouer, sans faute, et il n'est pas facile à faire, c'est la fameuse lettre à Élise. Donc, Beethoven, c'est fait. Qu'est-ce que vous avez envie de jouer après? Là, je suis sur un prélude de Bach. Oui, voilà. Très bien. Et puis après, j'aimerais bien jouer des morceaux qui sont plus contemporains, mais j'attends encore de progresser avant de m'y mettre. Alors, quand vous vous mettez au piano avec ce Covid, ce qui vous permet aussi de vous évader, la musique, qu'est-ce que vous écoutiez plus jeune comme musique? Ça a un rapport avec ce que vous jouez au piano? Pas du tout, non, je n'écoutais pas du tout la musique classique, j'étais plutôt, j'écoutais pas mal de rap, de pop, de musique actuelle. Et non, ça change, et c'est intéressant, et c'est aussi très strict, et ça permet, et ça rejoint un peu la gymnastique, je pense, sur ce côté strict, de mettre un cadre, et quand on apprend, c'est important, je trouve. C'est important de s'entraîner tous les jours pour la dextérité? Clairement, moi je suis loin d'être très bon musicien, j'ai pas l'oreille musicale et donc c'est toujours important. Vous avez pas l'oreille musicale? Pas du tout, non. C'est-à-dire? Je joue très mal. Ah oui, enfin vous entendez vos fausses notes s'il y en a. Oui, mais c'est plus par habitude que... D'accord. Il n'y a pas l'oreille absolue, comme on dit. Non. Bon, vous avez envie de, maintenant que le Covid est un peu derrière nous, un peu, je dis, vous avez envie d'escalader en pleine nature? Oui et non, ça m'attire et en même temps ça me fait très peur parce qu'il y a ces notions de hauteur. Moi je fais du bloc, donc en fait c'est en salle, on n'est pas assuré, c'est des petites hauteurs. Et c'est vrai que quand on commence à aller à l'extérieur, faire de la voix, c'est beau, mais c'est impressionnant aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'en salle il y a les repères. Oui. Et vous êtes attaché. Pas dans ma pratique. Là, il y a un matelas en dessous, mais du coup, on est au contraire plutôt libre en fait. Si je décide de tomber, je sais comment réceptionner, alors que quand on est en voix, on maîtrise moins. Est-ce que vous auriez envie, par exemple, d'escalader le Mont Blanc en tongs? Ça glisse, hein? C'est un challenge comme ça? Oui, non. Je vous taquine. Dans tous les cas, bravo pour vous mettre au piano, sans avoir fait des années de conservatoire, de solfège. Vous avez un titre que vous visez, un morceau classique ou je sais pas, une musique sublime, ça peut être aussi bien des Beatles qu'Elton John, je sais pas. Qu'est-ce qui vous ferait rêver de savoir jouer comme ça? Non, très honnêtement, je vous avoue, là, je prends les choses comme elles viennent et déjà, je vais finir mon prélude et quand je le maîtriserai, je passerai à autre chose. Voilà, vous reviendrez nous voir quand exactement. vous jouerez les préludes de Bach. En tous les cas, bravo pour Beethoven. Merci infiniment, Jules, d'être passé dans notre studio. Merci également à Bruno et Christophe. C'est la fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.